20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Le Sénégal épinglé par le nouveau rapport d'Amnesty International sur les droits de l'homme, une sanction approuvée par la société civile mais contestée par le ministère de la Justice. Seydi Gassama et Moustapha Ka, directeur des droits humains au niveau du ministère de la Justice, s'expriment au cours de cette édition. Tentative d'assassinat contre Karim Wade, une révélation fracassante de Samuel Sarr. À la une de l'actualité politique, une sortie jugée irresponsable par de nombreux Sénégalais interrogés. De l'avis de nos interlocuteurs, ces déclarations sont de nature à provoquer l'instabilité dans l'espace politique à seulement 6 mois du scrutin présidentiel. Des Sénégalais de nouveau à l'assaut de l'océan Atlantique. L'immigration clandestine, un fléau qui revient en force. À Yarar, point de départ de plusieurs candidats à l'immigration, des jeunes confessent leur détermination à regagner l'Europe, quel qu'en soit le prix. Abdoulaye Der sera sur ce plateau ce soir pour apporter des éclairages par rapport à ce phénomène. À une semaine de la Tabaski, aucun risque de pénurie de l'oignon local. Nos marchés continueront à être approvisionnés en quantité suffisante. Assurance des producteurs qui demandent par ailleurs le maintien de la mesure de gel sur l'oignon importé. Concerto de réaction à travers le monde après la mort de la reine de la Soul. Aretha Franklin a tiré sa révérence ce jeudi à Détroit. Elle avait 76 ans. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous. Vous l'annoncez donc tout de suite en titre. Amnesty International épingle le Sénégal pour violation aux droits de l'homme. Dans son rapport paru ce jeudi, l'ONG accuse notre pays d'iniquité dans la gestion des affaires judiciaires, surtout lorsque celle-ci concerne l'opposition. Un rapport qui crée déjà la polémique au sein de la classe politique, mais aussi de l'opinion publique et qui a été justement contesté par le ministère de la Justice, Chérif Dia. Amnesty International liste les griefs retenus contre le Sénégal. Le premier point de convergence, évidemment, c'est le problème de la liberté d'expression et de manifester, et qui sont devenus aujourd'hui un luxe au Sénégal. Le directeur des droits humains au ministère de la Justice conteste le rapport de l'organisation internationale qui, à ses yeux, n'est pas crédible. Le droit de marcher n'est pas soumis à autorisation préalable. Ce que la loi vous impose, c'est une simple déclaration. Toutes ces décisions de l'autorité administrative, que ce soit le préfet, le gouverneur ou le sous-préfet, ce sont des décisions, ce ne sont pas des décisions irrévocables, opposables erga omnes. Ce sont des décisions susceptibles de recours, aussi bien de recours administratif que de recours judiciaire. Le sort réservé aux forces de l'ordre, auteurs de bavures, divise également les deux parties. Nous sommes quand même dans un pays où chaque année, vous avez 3 à 4 personnes qui décèdent soit dans des commissariats de police ou des brigades de gendarmerie, des suites de torture et de mauvais traitements, ou qui décèdent lors des manifestations. À chaque fois que c'est le cas, vous l'avez suivi, des enquêtes sérieuses sont engagées, des poursuites, et les auteurs sont traduits devant les juridictions et jugés dans le cadre d'un procès juste et équitable. Enfin, l'Organisation de défense des droits de l'homme met en doute l'indépendance de la justice, donnant comme exemple les affaires Khalifa Sall, Karim Wade, Imam Alundao, entre autres. Jamais dans l'histoire politique du Sénégal, la justice n'a autant manqué d'indépendance. La justice n'a autant été instrumentalisée à des fins politiques. Donc c'est des jugements de valeur personnelle. Mais ce que je peux vous dire, moi, en tant que magistrat, c'est que dans ma courte carrière de 19 ans de magistrature ou 20 ans de magistrature, moi, je n'ai jamais subi personnellement une pression venant de l'autorité pour m'imposer à conduire, à tenir à telle ou telle procédure. L'État du Sénégal est condamné tous les jours devant les juridictions sénégalaises. Et s'il y a des efforts significatifs qui ont été faits, nous le disons. Malheureusement, il n'y a pas d'efforts significatifs qui ont été faits. L'État du Sénégal lui-même a tué le régime de Macky Sall, il a tué les institutions de l'État. L'indépendance de la justice a été renforcée courant année 2016. Et dans le conseil de discipline, où ne siège ni le président ni le ministre de la Justice, où ne siège que des magistrats, le nombre de magistrats élus a augmenté. Le Sénégal aura l'occasion de se défendre lors de son 3e passage à l'examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies en novembre à Genève. Et nous restons avec nos deux interlocuteurs. D'abord, Seydi Gassama qui exige que le présumé meurtrier de l'étudiant Serigne Fallou Sène soit arrêté et jugé au plus vite. Le magistrat Moustapha Ka, par ailleurs, directeur des droits humains, rassure. Il est persuadé que les responsabilités seront situées très bientôt. Je vous propose de les écouter toujours au micro de Chérif Dia.
Le dossier de Fallou Sène constitue l'exemple type de l'impunité que l'État cherche à accorder aux membres des forces de défense et de sécurité. Vous savez, lorsque Fallou Sène a été tué, c'est le commandant de la Légion Nord qui a pointé du doigt, n'est-ce pas, le chef du peloton qui était à l'université Gaston Berger. Il a dit c'est lui qui a tiré, les chefs du peloton qui étaient là. Donc on sait celui qui a tiré. Nous exigeons que le meurtrier de Fallou Sène, que tout le monde connaît, soit arrêté et mis en prison. L'État a affirmé de façon publique que les responsabilités seront situées. Le procureur de Saint-Louis a ordonné une enquête. À l'issue de l'enquête, le dossier a été transmis au procureur. Le dossier a été transmis au procureur. Et le procureur, le moment opportun, va régler ce PV-là et donnera la suite. Moi, j'en suis certain que les responsabilités dans le cadre des événements malheureux survenus à l'université de Saint-Louis vont trouver des réponses judiciaires. Les responsabilités seront situées et les personnes coupables seront traduites devant les juridictions compétentes. Allez, actualité politique à présent, avec ces révélations fracassantes de Samuel Ahmed Sarr. Dans un communiqué, l'ancien ministre de l'Énergie révèle qu'un soir du 27 juin 2011, des personnes tapies dans l'ombre voulaient éliminer physiquement Karim Meïssa Wade et faire porter le chapeau à l'opposition d'alors. Des révélations que nos reporters ont soumis à l'analyse des citoyens. Nombreux sont les Sénégalais qui déplorent cette sortie qui, selon eux, est source d'instabilité à quelques 6 mois du scrutin présidentiel. Mamberam Diouf, Gervais Yaou, reportage. Un leader politique comme Samuel Sarr ne doit pas sortir ça de sa bouche parce que c'est vraiment déplorable, une personne comme lui. Parce qu'au Sénégal, on a d'autres priorités que ça, c'est immoral. Le fait que de voir votre intérêt personnel, vous direz du mal à l'autre, vraiment pour avoir un poste ou bien pour être élu quelque part, vraiment c'est quelque chose que nous déplorons, vraiment. Il n'est pas normal de dévoiler des secrets qui peuvent amener des problèmes. Parce que les gens à qui on a adressé ces mauvais secrets-là ont des parents, ont des familles. Et donc maintenant, ça peut poser problème moralement. Des fois même on se dit que c'est déshonorant d'avoir des hommes politiques en train de faire la querelle, de s'insulter, de se dire des choses vraiment qui ne sont pas jolies. Ils sont là pour leur propre intérêt. Donc, et puis c'est la population qui souffre, malheureusement. Ce n'est pas une bonne image, que ce soit homme politique ou bien homme tout court. Ouais, ce n'est pas une chose à faire. Parce que c'est un problème de morale, n'est-ce pas? La morale, ça nous dit de faire le bien et d'éviter le mal. Nous parlons de ce mouvement d'humeur à présent. Sit-in des cheminots de Dakar-Bamako ferroviaire. Ils exigent à l'État leurs indemnités de départ à la retraite. Face à nos reporters, ces cheminots désapprouvent ce qu'ils considèrent comme étant un mépris du gouvernement à leur égard, Charanta Diop. Le chef de l'État avait donné l'instruction au gouvernement de payer les indemnités de départ à la retraite des cheminots. Après 15 jours d'attente pour entrer dans leur fonds, les travailleurs retraités de Dakar-Bamako ferroviaire ont décidé de sortir de leurs réserves pour alerter l'opinion. Selon Mamdemba Diakhaté, les retraités de Dakar-Bamako ferroviaire sont dans le désarroi à cause du non-respect des engagements pris par l'État. Mais aujourd'hui, ça fait au moins 15 jours que nous, retraités de Dakar-Bamako ferroviaire, attendons notre pécule de départ à la retraite. Et le président a donné des instructions. Bon, on nous dit que le ministre des Finances n'a pas respecté ces instructions. En tout cas, le président doit revoir son entourage. Et nous attendons sérieusement notre pécule de départ à la retraite. La fête de Tabaski approche. Tout le monde connaît la situation économique que traversent les retraités de Dakar-Bamako ferroviaire. Donc nous demandons au président de la République solennellement de nous payer notre pécule de départ à la retraite. Aussi, les retraités ont renouvelé leur soutien aux travailleurs de Dakar-Bamako ferroviaire en activité qui, disent-ils, n'ont toujours pas perçu leur salaire du mois passé. Dakar-Bamako ferroviaire, jusqu'à ce jour, nos petits frères n'ont pas encore reçu leur salaire de ce mois-ci, plus leur avance de Tabaski. Face à cette situation, les retraités de Dakar-Bamako ferroviaire, déterminés à rentrer dans leur fonds, ont appelé tous les travailleurs et les familles cheminotes à un grand rassemblement dans les prochains jours à la gare ferroviaire de la capitale du rail.
Et puis nous parlons ce soir de l'immigration clandestine qui refait surface après le retour annoncé de 123 Sénégalais qui tentaient de se rendre en Espagne avant d'être interceptés au niveau du Maroc. Nos équipes se sont rendues à Yarar, un quartier réputé être le point de départ de jeunes candidats à l'immigration. Et bien, face aux caméras, des jeunes ont confessé leur détermination à se rendre en Europe, quel qu'en soit le prix, fût-il même celui de leur vie. Cheikh Hassan Fall. Voilà le nouveau slogan de la jeunesse de Yarar. Des mots qui replongent le pays dans le phénomène de l'immigration clandestine, avec des jeunes prêts à tout pour braver la mer. Je connais des personnes qui ont pris le chemin de la mer et ont péri, mais c'est la volonté divine. J'ai un fils qui a pris la mer et qui est en Europe. Cela ne me plaît pas, mais on ne peut pas les retenir. Si j'ai la possibilité d'utiliser un autre moyen plus légal et sécurisé que la mer, je le prendrai volontiers, mais je n'en vois pas. Les causes de ce nouveau rush vers les frontières occidentales sont diverses, à en croire ces riverains. Nous sommes tous des mareyeurs. Si on nous interdit de partir en mer la nuit pour poser nos filets, on nous condamne et encourage cette migration de nos enfants qui voient chaque jour leurs amis passer par la mer poster des photos sur le net. Des amis à nous partis il y a de cela 4 à 5 ans reviennent avec une meilleure situation. Et lorsque nous voyons cela, nous avons forcément envie d'y aller. Les difficultés du voyage, Madiamal les a vécues 2 fois, mais lui ne compte nullement récidiver. Je suis parti 2 fois en Espagne et en Maroc. Mais finalement, je me suis rendu compte que si je suis patient ici dans mon pays, je peux réussir. À l'image de Yarar, les autres villes côtières du pays souffrent de l'immigration clandestine, avec des jeunes qui se disent délaissés par leur gouvernement et ne voient que la mer comme issue de secours pour se construire un avenir. Abdoulaye Der, bonsoir. Bonsoir. Alors, on vient de l'entendre, Cheikh Hassan Fall vient de le préciser, ces jeunes ne voient que la mer comme issue, le fameux Demrek, quel qu'en soit le prix. Qu'est-ce qui, selon vous, explique cette saignée migratoire, le retour en tout cas de cette saignée migratoire? Alors, Sarah, la cause est essentiellement économique, ils l'ont dit. Notez qu'il y a pour ce pays 57% de jeunes à moins de 20 ans. Avec un taux de chômage endémique, le sous-emploi, le manque surtout de formation de ces jeunes, la conséquence est là. Mais ce qu'il faut aussi noter, on parle de rush, c'est à relativiser, car selon les chiffres de Frontex, nous avons eu en 2016 10 000 interceptions. Pour 2017, on en est à 6 000. Ce qui veut dire qu'il y a une baisse à ce niveau. Cela s'explique par le corridor turc qui a été bien fermé, mais aussi la traite des migrants en Libye, avec le reportage de CNN qui a été un facteur dissuasif, autant pour moi, selon Frontex. Alors, c'est vrai, on a toutes ces données, mais aujourd'hui, le phénomène réapparaît. On a l'impression qu'il s'était un peu estompé, que le soufflet était retombé, et puis, comme ça, d'un coup d'un seul, on entend à nouveau des jeunes qui sont prêts à braver l'océan pour se rendre en Europe. Finalement, on se pose la question si les mesures qui étaient prises sont finalement efficaces. Alors, Sarah, comment faire et quelles mesures appliquer à ces jeunes qui disent qu'ils préfèrent mourir en mer que de rester en vie dans leur pays? C'est ça le premier problème. Même si on peut expliquer, Frontex, comme on l'a dit, a fait des résultats avec des points de départ qui ont été démantelés. Il y a également plein d'interceptions qui ont été faites grâce aux patrouilles aériennes, mais aussi maritimes. Mais le fait est que face à la volonté de ces jeunes-là de prendre la mer, justement, Sarah, on n'arrête pas la mer avec ses bras. Une dernière question, quid de la pesanteur sociale, on va dire, du tequet à tout prix, comme on l'a entendu dans le reportage? C'est l'autre aspect avec quand vous avez un jeune dans le quartier, fils d'un voisin qui parvient à traverser l'enfer bleu, comme je l'appelle moi, puisque les jeunes y vont pour mourir. Alors, qui entretient après sa famille à coup de transfert d'argent? On voit qu'il se marie également avec faste. Du côté de sa maman, le train de vie aussi de la famille, je veux dire, flambe, prend une courbe exponentielle. Mais les autres jeunes vont prendre référence
sur le fils du voisin, comme je dis, avec une autre pression sociale de la famille, parfois une pression psychologique, il faut aussi le dire, sans stigmatiser des mamans qui disent souvent l'expression wolof, xana da nga bëggul ma tekki ni samay morom yi. Donc on n'entend pas souvent les jeunes dire je veux aller en Italie pour me payer un véhicule ou acheter une maison aux Almadies. C'est souvent pour dire c'est pour sortir ma famille en général de la galère. Donc qu'est-ce que vous voulez face à cette situation donc d'une société à mon avis de plus en plus égoïste et violente, mais on ne peut pas terminer sans rappeler que ce n'est pas l'Eldorado, puisque avec des chiffres de l'OIM Sénégal, nous savons qu'il y a des demandes d'assistance au retour volontaire. Il y en a eu entre janvier 2017 et juin 2018, précisément 4 899 de candidats à l'immigration qui ont été jusqu'au bout, mais qui rentrent au pays pour essayer de faire quelque chose. Merci beaucoup Abdoulaye Dea pour ces éclairages. Nous parlons consommation à présent. À une semaine de la Tabaski, les producteurs de l'oignon local sont formels. Aucune menace de pénurie ne pèse sur leur filière. Les marchés seront approvisionnés correctement. Une assurance de ces horticulteurs qui demandent par ailleurs aux autorités de maintenir la mesure sur le gel de l'oignon importé et ce jusqu'à ce que leur stock soit épuisé, soit après la date du 31 août. Tchernoufala. Chaque année, l'État du Sénégal détermine une période de gel des importations de l'oignon. Cette politique de régulation des importations a été mise en œuvre par les autorités sénégalaises pour favoriser la production locale. La mesure de gel ne doit être levée que si l'oignon commence à manquer sur le marché ou si les prix grimpent ou alors si la qualité n'y est pas. Mais aujourd'hui, tel n'est pas le cas. La période de gel prendra fin le 31 août prochain, mais aujourd'hui on constate qu'une quantité importante des récoltes sont stockées au niveau des zones de production. Il y a suffisamment d'oignons et de bonne qualité au Sénégal. Tous les marchés du pays sont aujourd'hui bien approvisionnés et les prix sont abordables. Aucune rupture enregistrée. Jusqu'ici, le prix de l'oignon ne dépasse pas 250 francs CFA dans les zones de production, comme l'avait demandé le chef de l'État. Face à cette situation, les acteurs de la filière rassurent les consommateurs sur la disponibilité de l'oignon pour la fête de Tabaski. Par contre, ils mettent en garde le ministre du Commerce qu'ils soupçonnent de vouloir lever le gel des importations avant la date échue. Dans tous les territoires du pays, les Sénégalais peuvent dormir tranquilles, mais nous demandons au ministre du Commerce de faire très attention. Nous n'accepterons pas que le gel soit levé avant la date échue pour faire plaisir aux Hollandais. La réunion convoquée par le ministre du Commerce à quelques semaines de la Tabaski a provoqué la peur chez les producteurs de Potou qui craignent que la tutelle a l'intention de lever la mesure de gel pour faire entrer l'oignon importé dans le pays. Et puis Tabaski, toujours, ce ne sont pas seulement les commerçants qui se frottent les mains en cette période. Nombreux sont les pickpockets qui ont élu domicile dans les marchés en cette veille de fête. Et cerise sur le gâteau, ce sont des femmes qui s'adonnent à ces vilaines besognes. Pour preuve, des vidéos qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux et qui mettent en scène des femmes s'adonnant justement à ces mauvaises pratiques. Tissus, perruques, accessoires, tout y passe pourvu que ces dernières soient les plus belles le jour J. Des actes qui sont dégradants, bien entendu, pour l'image de la femme. Fatima Ba. Le marché HLM vit au rythme des préparatifs de la fête de Tabaski, une occasion saisie par des malfaiteurs pour accomplir leur sale besogne. Et dernièrement, ce sont des femmes qui s'adonnent au vol de tissus, greffage et autres. Le phénomène est bien réel et il prend des proportions inquiétantes. C'est assez déplorable parce que quand tu es femme et que tu sais que tu n'as pas les moyens, mieux vaut rester chez soi. Et quand on n'a pas ce que l'on veut, comme dit l'adage, il faut se contenter de ce que l'on a. Alors si vraiment tu sais que tu n'as pas les moyens, ne va pas... Parce que quand tu vas au marché, il y a la tentation. Si vraiment tu ne te suffis pas de ce que tu as, mieux vaut rester chez soi. Il faut savoir raison garder. La Tabaski, c'est un jour et ça passe très vite. Mais au Sénégal, les femmes en font trop. Les femmes veulent tout le temps se faire belles et il faut le dire, les temps sont durs. Alors pour cette fête, pour moi, la priorité reste le mouton.
La plupart de ces magasins sont dotés de caméras de surveillance. Des vidéos sur ces vols effectués par des femmes circulent sur les réseaux sociaux. Une situation regrettable. Nous avons installé des caméras de surveillance dans notre magasin. C'est la seule solution. Et même avec cela, on se rend compte du vol que quelques heures plus tard. Je condamne fermement le vol, mais aussi faire circuler ces vidéos sur les réseaux sociaux. Ce n'est vraiment pas bien. Vous risquez tout simplement de détruire la vie d'une femme et de ses proches. Des femmes prêtes à tout pour être belles le jour de la Tabaski. Nos interlocuteurs appellent à la retenue. Nous voulons toutes être belles le jour de la fête. Mais quand on n'a pas ce que l'on veut, on se contente tout simplement de ce que l'on a, comme dit l'adage. La Tabaski, c'est dans quelques jours. Pour les Sénégalais rencontrés, le mouton reste la priorité pour cette fête. Parlons tout à fait autre chose à présent d'un métier pas très connu des Sénégalais. Ils sont 70 en tout cas géomètres experts à exercer à l'échelle nationale. Je vous le disais tout de suite, donc le métier de géomètre, un métier très peu connu du grand public. Alors, qui est le géomètre expert? Quel est son travail? Que faut-il surtout pour devenir ingénieur géomètre? Autant de questions pour faire un focus sur cette profession. C'est signé Lisa Prera. Très peu connu, le géomètre expert est pourtant au début de toute activité d'aménagement du territoire ou de construction. Parce que c'est le premier acteur à descendre sur le terrain, c'est pratiquement le cobaye qui se présente sur le terrain, qui fait les états des lieux tels que le terrain se présente et qui permet aux autres intervenants de faire leur travail, tels que les architectes, les aménageurs. Un métier transversal qui intervient dans le foncier, dans l'environnement, dans l'assainissement, entre autres. Du général au particulier, on peut dire que le géomètre expert participe à l'aménagement du territoire, donc à la définition des limites d'abord territoriales et communales. Le géomètre expert, il est présent également dans le cadre du foncier. C'est un métier transversal qui intervient dans la formation, qui intervient dans la gestion spatiale, qui intervient dans la copropriété des immeubles, qui intervient dans l'environnement, qui intervient dans les catastrophes naturelles. Ici au Sénégal, on connaît surtout les inondations. Les géomètres ont beaucoup participé dans le cadre de la mise en route de la politique publique en matière d'assainissement. S'attacher les services d'un géomètre expert reste inaccessible pour le Sénégalais lambda. Un reproche que le vice-président de l'Ordre national des géomètres experts du Sénégal rejette en touche. Samandongo met cette accusation sous le coup d'une méconnaissance de la profession. Une méconnaissance du métier. Comme les pouvoirs publics l'ont dit dans le cadre de la loi et de la réglementation, c'est un métier dont on ne peut pas mesurer exactement, n'est-ce pas, la valeur, pensée, prix. C'est pour ça que c'est laissé. L'initiative est laissée. Et puis sachez que 5 femmes géomètres experts sur les 70 qui existent au Sénégal. Une déclaration de Mamadou Ndir, le président de l'ONGES, l'Ordre national des géomètres du Sénégal, précise par ailleurs que son organisation fait des efforts pour inverser la tendance. Nous le retrouvons toujours au micro de Lisa Prera. De plus en plus, on assiste à la promotion, si vous voulez, du genre dans cette filière, puisque nous avons déjà des femmes diplômées qui sont ingénieurs géomètres au Sénégal et qui exercent actuellement dans la fonction publique et dans le secteur privé. Je pense qu'il y en a au moins, il faudrait compter 5. C'est pourquoi nous faisons des efforts pour intéresser le genre à ces types de formation d'ingénieurs géomètres. Bientôt la parution d'un ouvrage sur les œuvres et messages de feu Cheikh Ahmed Tidiane Dème, le guide religieux de Sokone. Un comité scientifique en charge de l'édition de cet ouvrage vient d'être mis sur pied. Il sera présidé par le professeur Ibader Thiam Swadouniaï. Désormais, les ouvrages de nos érudits seront édités. Ces écrits qui pourraient être utilisés comme ligne de conduite pour la jeune génération. Aujourd'hui, c'était au tour des écrits de feu chez Ahmed Tidiane Dème, guide religieux à Sokone. Des ouvrages comme ceux des grands érudits sénégalais, c'est Moussaka, Cheikh al-Islam, Cheikh Ahmadou Bamba, Cheikh El Hadji Malick Sy,
et autres devraient également bénéficier des faveurs de ces élections. C'est ainsi que c'est plus de 10 000 pages de manuscrits. C'est important. Donc les 20 volumes, l'engagement du gouvernement aujourd'hui, 4 en ont été édités et les 16, on va faire ce que nous pouvons faire. Peut-être d'autres pourront continuer. Et si nous pouvons faire également épuiser la totalité, nous le ferons. Ces manuscrits du guide vont être soumis et édités par un comité scientifique en collaboration avec une maison d'édition spécialisée. Accompagner les familles religieuses pour exhumer les trésors des familles qui sont des manuscrits anciens. Donc avec l'expérience de Al-Bourakh, essayer d'accompagner ces familles religieuses à travers ça aujourd'hui. L'édition des 20 volumes du tafsir de Al-Hajj Ahmed Deme qui constitue, au-delà même du patrimoine familial, un patrimoine pour toute la Oumma islamique culturelle, donc avec l'expérience que Al-Bourakh a pour collaborer avec le comité scientifique, pour Inch'Allah permettre aux Sénégalais d'avoir un travail de qualité à travers l'édition de ces ventes. Il y a toute une symbiose donc, que nous sommes en train de tisser avec le comité scientifique existant pour, Inch'Allah, donner un travail de qualité. Aujourd'hui, le comité scientifique est installé, un comité présidé par le professeur Ibader Thiam. Avant la publication de ses écrits de 20 volumes, quelques passages sont déjà édités. Et puis le monde de la culture en émoi suite à la disparition de la reine de la soul, Aretha Franklin a tiré sa révérence à l'âge de 76 ans. Cette voix de légende qui a marqué l'histoire américaine est décédée des suites d'un cancer dans sa maison à Detroit. Retour sur le parcours de cette éternelle voix de la soul et grande militante en faveur des droits civiques avec Fatou Kinedem. Une diva des sonorités, elle l'a été et la restera. Aretha Louise Franklin, l'afro-américaine à la voix d'or, avait déjà la musique dans ses veines. Elle enregistre son premier album à 14 ans, auteur, compositeur, accro de gospel, soul, funk, rhythm and blues et jazz. Parmi ses grands tubes, I Never Loved a Man, Respect, Can of Fools ou encore You Make Me Feel Like, signé en 1967. 48 ans après, en 2015, celle qu'on surnomme la reine de la soul montre que la voix est toujours là. Elle interprète l'un de ses plus gros tubes, You Make Me Feel Like, devant le président américain d'alors, Barack Obama, et son épouse. Un tube qui tire des larmes. « 75 millions de disques vendus, 18 Grammy Awards, de l'église de son père où elle a fait ses débuts au sommet des charts, beaucoup de tubes, engagée pour les causes féminines et les droits civiques. La native de Memphis aux États-Unis s'en est allée à 76 ans, laissant orphelins les mélomanes de gospel. Allez, une page des sports que nous démarrons sur les parquets. Le Dakar Université Club a rejoint l'AS Douanes en finale du championnat national 1 masculin. Opposé en belle au Saint-Louis Basket Club, et Duc s'est imposé 66-56 à la grande satisfaction de son entraîneur parfait Adjovi. Reportage signé Cher Saleh Boudjara. L'AS Douanes a un pied en finale de la Coupe du Sénégal. Mais c'est difficilement que les douaniers se sont débarrassés de l'US Ouakam. Un véritable chassé croisé pendant 3 quarts temps, avant un haussement de rythme par les douaniers qui s'impose finalement 75-69. Derrière ici, il faut reconnaître que c'est Ouakam qui nous a posé énormément de problèmes. Ça, il faut le reconnaître. Mais en début de 4e quart-temps, quand nous avons augmenté notre intensité défensive, couper les balles et aller en transition et marquer des paniers faciles. Une défaite qui n'ébranle pas l'US Ouakam. Chaque fois qu'on joue contre la Douane, c'est vrai que la plupart du temps, on perd au buzzer. On a même perdu contre eux en play-off, en buzzer. Il restait 11 secondes et on avait perdu le match alors qu'on menait de 1 point. C'est vrai, mais je pense que c'est manque de lucidité de la part de nos joueurs un peu.
Mais en termes de physique, je pense qu'on ne peut pas parler de physique. Sur le plan physique, les joueurs sont quand même prêts. Dans l'ensemble, je pense que ça va. Sur le plan défensif, on a fait une bonne première mi-temps sur le plan défensif. Okay? On a fait des interceptions. Mais comme on dit, comme je l'ai dit tantôt, le match, c'est 2 matchs en fait. Donc, il ne fallait pas, en fin de rencontre, donner tout ce qu'on a amené. Quel que soit Alpha, il y aura un deuxième match. Okay? Il ne fallait pas perdre au plus de 10 points. Il ne fallait pas perdre plus de 10 points d'écart. Je pense que c'est un bon match. L'AS Douanes, en quête du Grand Chelem, ne compte pas baisser pavillon devant l'US Ouakam cette saison. Puis 5 fois aujourd'hui, pourquoi pas une 6e fois, mais on ne sait jamais ce qui va se passer. Parce qu'un autre jour, un autre match. Maintenant, nous allons juste essayer de se reposer et d'essayer de consolider les acquis que nous avons aujourd'hui et revoir les problèmes que nous avons rencontrés pour pouvoir aborder le match dans de très bonnes dispositions. La manche retour de la demi-finale US Ouakam AS Douanes, c'est ce dimanche au Stadium Marius Ndiaye. Et puis nous restons avec le Duc, le Dakar University Club, qui, je vous le disais donc, a rejoint l'AS Douanes en finale du championnat national 1 masculin, opposé en Bel au Saint-Louis Basket Club. Duc s'est imposé 66-56. Nous retrouvons l'entraîneur parfait Adjivon au micro de Cher Sali Boudjara. Je rends grâce à Dieu. Je félicite l'équipe de Saint-Louis. C'est une très belle équipe. Ça fait le reconnaître. Ils ont de bons joueurs, des gosses qui ont l'habitude de jouer ensemble. Ils produisent un très bon jeu. Ils ont aussi donc c'était normal qu'on ait ce genre de match. Maintenant, je félicite à mes joueurs qui ont fait une très bonne mi-temps. Dans la deuxième mi-temps, on a manqué de rigueur, surtout au niveau de la possession de nos balles. C'est ce qui a fait l'équipe adverse était revenue sur nous, et ils scoraient et nous on ne scorait pas. C'est ce qui nous a rendu un peu difficile. Donc je dis que je rends grâce à Dieu. Maintenant, c'est une finale, on va y aller avec sans pression quand même. C'est un coup de poker, on va y aller avec beaucoup de concentration. Et puis tout de suite, nous passons au football pour parler du classement FIFA du mois d'août. L'équipe nationale du Sénégal est à la 24e place mondiale et à la 2e en Afrique. Derrière la Tunisie, la France, elle, championne du monde en titre, occupe la 1re place mondiale, suivie de la Belgique et du Brésil qui complètent donc ce podium. Et puis toujours en foot, sachez qu'il y a eu quelques mouvements de Sénégalais ce jeudi. Le milieu de terrain Cheikh Ndoye est de retour en France, 1 an après son départ vers l'Angleterre et Birmingham City. L'international sénégalais retrouve le SCO d'Angers, son ancien club. Pour ce qui est d'Henri Cévé, son coéquipier en équipe nationale, eh bien, il va encore évoluer en Turquie cette saison. Prêté à Sivasspor l'an dernier, le milieu offensif est prêté à nouveau par Newcastle au club turc Bursaspor où il va retrouver son compatriote Stéphane Badji. Eh bien, bonne chance à nos Lions. Merci de nous avoir suivis. Ce journal est à présent terminé. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h l'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Vous retrouvez ce week-end Chertidiane Diao pour la grande édition de 20h. Quant à moi, je vous retrouve lundi et vous laisse tout de suite avec cette belle séquence musicale d'Aretha Franklin. Excellente suite des programmes sur la TFM. Excellente soirée. What's trying to do to me, yeah. Think, let your mind go, let yourself be free. Let's go back, let's go way on back way. I didn't even know you couldn't have been too much good. I ain't no psychiatrist, I ain't no doctor with degrees. It don't take too much high IQ to see what you're doing to me. You better think about what's trying